di da da, di da di da da, di da di da da, da di da da, di da di da da, di da di da da, di da di da. Il y avait un bébé qui venait de naître et qui s'appelait Ida. Sa mère l'avait retenu de ses mains pour empêcher Ida de naître, mais le moment venu, Ida était venue. Et avec Ida était venue sa jumelle, et c'est comme ça qu'elle était là, Ida, Ida. La mère était douce et gentille, et le père aussi. Toute la famille était douce et gentille, sauf la grande-tante. C'était la seule exception. Une vieille femme qui n'était pas une parente et qui avait connu la grande-tante quand elle était jeune, leur racontait toujours qu'il lui était arrivé quelque chose à la grande-tante. Oh, il y avait bien des années, c'était un soldat, et puis qu'il lui était né des petits jumeaux, et puis qu'elle avait tranquillement, les jumeaux étaient morts, ils étaient nés comme ça, qu'elle les avait enterrés sous un poirier et que personne ne savait. Personne ne la croyait, la vieille femme, c'était peut-être vrai, mais personne ne le croyait. Mais toute la famille les regardait toujours, les poiriers, et avec une drôle d'impression. Le grand-père était doux et gentil, lui aussi. Il ne leur faut pas longtemps aux cerisiers, aimait-il répéter, pour ne plus ressembler à des poiriers. C'était une charmante famille, mais on y perdait facilement les siens. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette troisième édition de Lecteur un jour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Héloïse. Héloïse est lectrice. Elle a accepté de nous parler de ses livres et de son cheminement littéraire. À ses côtés, quelque part, chemine une certaine Ida. Ida est née en 1940 sous la plume de Gertrude Stein, qui décrivait ainsi son personnage, à la fois Hélène de Troie, Dulcinée, Greta Garbo et duchesse de Windsor. Héloïse, un jour, a rencontré Ida, et aujourd'hui, nous allons rencontrer Héloïse. Bonjour Héloïse. Bonjour Caroline. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour cette troisième émission. Ma première question concerne évidemment Ida et Gertrude Stein. Qui est ce personnage et que représente-t-il pour toi ? C'est une bonne question. J'ai rencontré Ida par rapport à la couverture du livre. Ça a été vraiment un hasard de tomber sur ce bouquin-là. Parce que c'était une peinture d'Edward Hopper qui était présentée sur l'édition. Et donc j'ai été interpellée par la peinture parce que je suis peintre de base. Et donc j'ai commencé à lire Ida, mais sans savoir à quoi m'attendre. Et ça a été vraiment une belle surprise et un très doux moment de rencontre avec Ida qui se définit nulle part, vraiment, qui n'a pas vraiment de point d'accroche et en même temps une tonne. Et pour moi, ça a été vraiment une belle lecture de rencontrer ces mots, quoi. Et la façon dont elle déployait son univers qui est très abstrait, très, très flou, et très poétique surtout. Et c'est d'abord ça qui m'a beaucoup attirée dans cette rencontre, quoi. À quel moment de ton parcours littéraire tu as rencontré et l'autrice et ce personnage-là ? C'était très tard, c'était il y a 2-3 ans, donc c'était vraiment une surprise de tomber sur ce genre de livre, parce que j'ai toujours eu à cœur de chercher plus la poésie en fait dans les textes et la manière dont on parlait plus que ce que ça racontait. Et donc du coup, Gertrude Stein, ça m'a vraiment marquée dans sa proposition littéraire, quoi, d'employer les mots d'une manière qui était complètement différente et sans définition, et vraiment comme un jeu, quoi. C'est une danse, un mouvement, et je l'ai lu d'abord comme un texte presque chanté, quelque chose qui était une mélodie plutôt qu'une histoire vraie ou quelque chose, quoi. Je crois que la première fois qu'on m'a lu, en fait, Gertrude Stein, c'était Ida, et c'était une amie qui m'a conté le texte à voix haute. Et on était là toutes les deux dans mon petit appartement, et puis je faisais la sieste, et du coup elle me contait. Elle a eu l'intégralité du texte comme ça ? Pas tout le texte, je crois qu'on a dû lire une quinzaine de pages, enfin ça a duré bien 1 heure, quoi, de lecture, mais c'était vraiment doux
s'immerger dans quelque chose, surtout à la lisière du sommeil comme ça, de voir quelque chose qui n'avait pas de sens et qui était mélodieux en fait. Est-ce que tu te souviens à l'époque de quelle lecture tu sortais, de quelle lecture tu quittais pour la retrouver? Parce qu'il peut y Ouais. avoir eu un contraste. Non, je me souviens plus du tout. Je crois que c'était une période où j'avais du mal justement à lire et où j'essayais de me remettre dans mes lectures, quoi. Et donc j'avais toujours mes piles de bouquins qu'attendaient la lecture. Et Ida était là et puis c'est cette amie qui a pris le livre et qui a commencé à le lire, quoi. Et toi, tu t'en es emparé plus tard, tu t'es replongé dans le texte pour le relire intégralement. Ouais, après ça a été, j'avais amorcé déjà la lecture, puis je l'avais déposé parce que je sais plus ce qui se passait, j'étais en plein dans mes études aux Beaux-Arts, et donc pas trop le temps de lire, quoi. Mais du coup, j'y suis revenue ensuite, et c'était vraiment doux à revenir, quoi. Eh bien, c'est un texte assez singulier, très Ouais. particulier. Est-ce que tout le monde est prêt à lire Gertrude Stein du jour au lendemain? Parce qu'il a quelque chose de déroutant, Ouais. d'assez, comment dire, fascinant aussi. C'est comme une logorée, enfin, c'est un rythme très continu, Ouais. Ben, beaucoup de répétitions. c'est ça. Moi, c'est d'abord ce côté-là, en fait, de comment on joue avec les mots que j'avais aussi retrouvé chez Marguerite Duras. Un peu cette mélodie-là, mais c'est vrai que au début, quand je présentais ce livre aux gens qui m'entouraient, et donc c'est pas forcément un entourage qui lisait beaucoup, on ne comprenait pas en fait l'attrait que j'avais pour ce texte. Et moi, j'étais juste complètement estomaquée qu'on puisse passer à côté en fait de la mélodie et de la beauté de ce que ça offrait, quoi. Ouais, ça a été très incompris et après j'ai rencontré plus de monde qui accrochait sur ce genre de lecture et donc j'ai pu partager un peu ce goût-là. Et ouais. Et de l'exploration de la langue aussi. Ouais. Elle fait un travail sur la langue qui est vraiment très Ouais, particulier, ouais. qui touche à l'intime, à la voix intérieure. Ouais, pour moi, qui touche vraiment plus à l'émotion qu'à l'intellect, quoi. Que c'est vraiment, c'est comme si on parlait une autre langue. Et je crois que c'est ça qui m'a intéressée vraiment fort, quoi. C'était ce que ça provoquait en moi. Et aussi comment la langue, autant déliée qu'elle était, du coup, pouvait tout et rien dire. Et donc, on pouvait se l'approprier aussi très fort personnellement, quoi, sur les mots. Parce qu'on parle aussi d'objets communs, de famille, quotidien. ouais, de chiens. Ça ramène des images qui sont communes finalement. Et c'est l'emploi des mots pour ramener ce commun-là à un niveau qui est très chouette à découvrir, quoi, qui n'est pas dans la démonstration ou quoi que ce soit, c'est vraiment le récit d'un quotidien, mais avec des mots très spécifiques et une manière bien à soi d'explorer ce quotidien, quoi. Tu as lu d'autres textes de Gertrude Stein? Oui, j'ai lu Le Monde est rond, Oui. qui est ça, c'est plutôt, je dirais, une espèce de récit initiatique, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai reçu. Et c'est pareil, c'est une langue très déliée, avec très peu de personnages, et beaucoup de symbolique, en fait, des images qui sont très fortes par leur symbolique, parce qu'elle a une chaise avec elle, et puis elle l'emmène en haut d'une montagne. Et puis il y a un lion aussi qui l'accompagne, c'est le lion de son cousin, Willy, mais on ne sait pas qui est Willy. Enfin, tout est très flou, très poétique, et ça a été aussi un beau récit. Et aussi, j'ai lu, je ne me rappelle plus du titre, mais je l'ai là, Écoutez-moi, qui est pour le coup, ça c'était une pièce de théâtre, et donc ça m'a beaucoup intéressée dans la façon dont elle explorait comment faire théâtre différemment dans le texte. Donc on oublie les didascalies, elle oublie l'acte 5, c'est volontaire, et on en parle de l'absence de l'acte 5 par exemple, et je trouve ça assez fascinant d'en fait déconstruire toute l'image du texte et de la littérature qu'on pouvait avoir avant. Elle est précurseur un peu dans son écriture, je trouve, parce qu'elle n'est pas contemporaine, jeune, enfin en tout cas qui s'inscrit dans des lectures et un âge différent, quoi. Mais il y a une certaine modernité en fait dans ouais, Ida. Ouais. Moi j'ai trouvé ça fascinant, c'est comment on pouvait faire d'un roman un poème. Et parce que moi j'ai d'abord, ce qui m'a intéressée dans la littérature, surtout dans mes jeunes années de jeune adulte, quoi, de ce que je vis en ce moment, ça a été de reconnecter à la littérature par la poésie, parce que je trouvais plus de mélodie,
dans les romans ou dans les fictions qui étaient très contemplatives, très, de ce qu'on étudiait aussi au lycée. Et, ou avant, enfin, de ce que je lisais dans mes lectures d'adolescence, donc qui étaient beaucoup plus des romances, Oui. voilà quoi, très fantastiques, très... Ça, ouais, ce qui fait que tu as pris comment dire, tu as fait un virage c'est ça, avec c'est Gertrude ça. Pour moi, c'était enfin rencontrer un texte qui me ressemblait, ou en tout cas, c'était... ah, je me retrouve pas dans la littérature qui m'est proposée, ni dans mon enfance, ni ensuite dans le parcours scolaire. Et donc, quand j'ai pu avoir accès à des textes comme Ida, ça a ouvert tout un champ de possibilités au niveau des auteurs et autrices que je pouvais aussi lire, quoi. Qu'est-ce que tu ressentais pendant ta période scolaire? Bon, elle est longue et on Ouais. évolue beaucoup aussi Ouais. au moment de l'adolescence, mais comment tu ressentais, comment tu vivais la littérature et comment tu prenais les conseils ou les injonctions d'ailleurs Ouais. des professeurs par rapport à certaines lectures? C'est vrai que mon parcours sur la littérature, il a été assez spécifique parce que je ne me suis pas intéressée à la littérature avant très tard, en fait. C'était j'aimais lire, Oui. j'adorais lire les histoires, mais ça me touchait pas plus que ça. Et en fait, moi, j'écrivais. Et c'est seulement au lycée, en rencontrant des textes, par exemple, le dernier monologue de Le Roi se meurt de Ionesco. Oui. Là, c'est un texte qui m'avait énormément touchée parce que je retrouvais dans les pièces de théâtre comme La machine infernale de Cocteau, là, je retrouvais la poésie qui me touchait avec un peu les mots et l'emploi du mot qui me plaisait. Et donc, j'ai réussi à me réconcilier un peu avec aussi la littérature qui était proposée à ce moment-là. Et ensuite, ça a été plus du coup dans mon parcours d'étudiante en art et via les ateliers d'écriture qui nous étaient proposés dans les études, parce que j'ai fait un parcours de narration, mais par l'image, donc de roman graphique pour dessiner et construire des récits. Et tu illustres aussi, hein, Ouais, juste, voilà. Mais du coup, c'était comment servir de l'écriture et de la poésie pour faire narration différemment, en fait, aussi. De ne pas raconter avec les mots, mais de raconter des émotions ou des choses comme ça qui pouvaient s'illustrer et qui étaient aussi un peu plus vagues, qui allaient toucher à des endroits qui étaient différents. Et ça, j'ai beaucoup aimé les pièces de théâtre pour ça, qui me ramenaient un peu à ce côté. Donc tu passes du théâtre au roman, au théâtre, Ouais. comment dire, sans heurts. Je fais pas vraiment de distinction entre les genres. Enfin, il y en a qui sont très spécifiques, par exemple les ouvrages de développement personnel ou les essais. Mais c'est vrai que sinon, j'ai eu beaucoup de mal à placer dans des cases la littérature que je lisais ou même les styles différents. Et c'était vraiment ça me touche et ça me touche pas. Et parfois, c'était vraiment chercher dans un roman la phrase qui me touche. Et en fait, c'était ça, c'était vraiment le goût du mot et de la phrase qui fine et qui appelle à autre chose, sortir un peu du cadre très fermé aussi des littératures. Donc tout de suite, il y a des conventions que tu as envie de faire sauter. Ouais, j'ai senti ça très tôt. Oui, donc tu as été influencée peut-être dans ton environnement ou peut-être qu'il y a eu des rencontres même humaines, j'entends réelles, qui t'ont dirigée ou en tout cas montré un chemin. Ouais, ça je pense que ça a été surtout au niveau de l'écriture en fait, de mes partenaires d'écriture, des gens avec qui j'explorais l'écriture, que ça m'a amené cette respiration en fait au niveau de l'emploi du mot et de la forme. Et comme je suis arrivée dans les littératures avec un goût pour l'édition qui était très fort, je suis souvent tombée sur des textes via l'objet livre. Et du coup, ça a été un peu mon protocole de découverte de textes en fait. C'est voir aussi la finesse de comment agencer des mots dans une page et l'accord qu'on donne au blanc, au silence. Et donc pour rencontrer des mots en fait qui touchaient différemment quoi. Pour en revenir à Gertrude Stein et à Ida, est-ce que le personnage lui-même d'Ida t'a touché d'une manière particulière? Ouais, parce que elle a, il me semble, parce que ça fait un moment que j'ai pas relu du coup ce texte, mais il me semble qu'elle parle d'une sœur jumelle aussi, et donc il y a une question sur l'identité et aussi de son rapport au monde en fait. Pour moi, ça a été surtout ça,
elle évolue dans un monde et on ne sait pas vraiment non plus comment elle vit les choses. Elle les vit, mais c'est d'un point qui est assez spécifique et je ne saurais même pas vraiment Est-ce que comment... c'est une naïveté? Est-ce que c'est Ouais, quelque part, il y a une candeur, innocence, ouais, une complètement. gravité aussi, parce qu'elle est quand même mise en difficulté. Elle a une vie qui Ouais. semble précaire, mais c'est très difficile de vraiment raconter l'histoire. Ouais, c'est ça. Elle vit vraiment dans un univers qui est particulier, qui est le sien, et qui du coup l'extrait de tout ce dont elle peut être associée à. Enfin, je trouve qu'elle a un langage propre qui l'a fait naître au monde aussi et qui la rend spécifique en soi, alors que son existence est très commune avec des problématiques qui peuvent être très communes, quoi. Alors ce texte-là, il a été édité donc, par les éditions du Seuil. Ouais. C'est une maison d'édition, je crois, qui t'inspire peut-être plus Ouais. que d'autres. Je crois qu'il y en a 2, 3 comme ça. Ouais. Souvent, c'est en voyant mes éditions que je me rappelle bien des auteurs et autrices qui étaient associés à ces maisons, mais j'ai pas mal d'auteurs du Seuil. Ça a été ça aussi le jeu pour moi, c'est que je suis entrée dans la littérature sans m'attacher aux auteurs et autrices, ni aux maisons d'édition, ni à tous les cadres en fait qu'on posait autour de ça. Et ça a été vraiment comment vivre le texte pour le texte, et plus tant autour de ça, s'accrocher au... Enfin, j'ai jamais par exemple retenu vraiment les auteurs, autrices ou musiciens, musiciennes que je pouvais écouter, et ça a été vraiment un travail pour moi de construire ces références, là où dans un parcours d'art, on m'a toujours encouragée à avoir des références, et j'ai eu énormément de mal à construire cette bibliographie. Est-ce qu'il y a des thématiques quand même que tu retrouves d'un texte à l'autre? Ça a toujours été plutôt la place de la femme dans la littérature aussi. Oui. Et donc m'encourager moi à lire plus de textes d'autrices, ça a été un gros boulot que j'ai dû faire parce que c'est pas ce qu'on nous propose d'emblée. Et donc c'était un peu sortir de ces carcans-là et chercher la littérature qui me convenait, avec les thèmes qui m'étaient propres et qui me touchaient personnellement. Et donc ouais, ça a été beaucoup de récits de femmes, au niveau émotionnel, au niveau du parcours de vie, au niveau du mutisme, du silence, de tout ce qu'on peut vivre à l'intérieur et qui n'est pas forcément écouté tout le temps. Donc la lecture, ça a été donner une voix aussi une écoute et une voix à ces femmes-là, quoi. Et même si elles ont été écrites parfois par des hommes, donc comme dans Apprendre à finir ou ce genre de texte, quoi, ça a toujours été très précieux pour moi de me rapprocher de cette essence-là que j'avais et de rencontrer les femmes par ce biais-là, quoi. Apprendre à finir, ça c'est un des deuxièmes textes qui t'a marqué. C'est Laurent Mauvigné qui l'a écrit, ce roman. Donc il est question d'une femme. Tu te souviens de l'histoire? Tu te souviens des histoires en général? Non, j'ai pas une très bonne mémoire. Ça, pour le coup, c'est vrai que je suis une lectrice qui revient sur ses bouquins et qui les lit en permanence parce que j'oublie ce qui s'y passe. Et c'est vrai que c'est au bout de, je sais pas, de la 20e, 30e lecture, peut-être que je connais le texte et j'ai le déroulé des événements. Parce que tu vas jusque-là, tu vas jusqu'à relire ouais, parfois, 10 fois, 15 fois, 20 fois. Ça peut, ouais. J'ai toujours été très compulsive dans mes lectures. Et c'est vrai que comme j'ai parfois pas eu l'occasion de rencontrer beaucoup de textes qui m'avaient plu, donc en fait les textes qui me plaisaient, je m'y accrochais, quoi. Et ça a été revenir dessus, les comprendre mieux, les apprécier toujours plus, les redécouvrir. Et Laurent Mauvigné et son texte Apprendre à finir, ça fait partie d'un des textes que j'aime relire de manière fréquente pour me rappeler aussi ce que ça travaille. En fait, c'est comme si rentrer en introspection sans cesse sur les lectures et revenir sur certains points et voir en fait ce que ça provoque maintenant. Comment ça évolue. Ouais, c'est ça. Donc c'est aussi un peu comme des liens d'amitié entretenus avec des textes, quoi. Et leurs personnages? Ouais. Et voir comment ils résonnent à l'intérieur, ou plus du tout, ou encore plus. Enfin, c'est redécouvrir les textes, quoi. Donc c'est une compagnie de toute une ouais, vie. c'est ça. Oui. Là, par exemple, il y a un texte et ça, je suis vraiment très régulière avec ce texte-là, même si c'est pas d'une évidence quasi systématique de retourner vers ce texte, mais par contre, c'est une chose que je m'impose de le relire tous les 6 mois, 1 an.
Ça, c'est Toby Loneliness, Oui, qu'on a là ici aussi. Oui, oui. ça, c'est le premier roman que j'ai lu dans ma vie, en fait, quand Gros j'avais 6 roman ans. quand on est jeune, c'est un gros roman, Ouais, très épais. bah, c'est ça, j'ai appris à lire, en fait, avec ce bouquin. Ça a été mon premier livre de chevet. Et c'est vrai que ça me rappelle, je sais pas, c'est comme une sécurité pour moi de le relire et de me raccrocher à l'enfance, où enfin, tous les textes en fait m'accompagnent et ils ne cessent pas de m'accompagner ensuite, quoi. Donc, par exemple, quand j'ai rencontré Ida de Gertrude Stein, Oui. ça a été précieux parce que ça marque un moment. Et donc ce moment, il continue de m'habiter ensuite et puis je peux le revivre quand je veux, quoi. Retraversé. Ouais. Quelle est l'histoire de Toby Loneliness? Alors ça, c'est l'histoire d'un petit bonhomme. En fait, c'est dans un arbre. Là, c'est comme si la société avait été transformée en un arbre. Et donc, du coup, on a toute une critique du capitalisme, aussi enfin, ouais, tout ça, quoi. C'est l'histoire d'un petit bonhomme qui mesure quelques millimètres et qui est traqué à travers tout l'arbre, qui est toute la société. Et donc on suit le cheminement de toutes ces relations. Son père est un inventeur qui est fou, mais en fait qui est d'une très grande sagesse et clarté sur l'état du monde actuel, l'état de l'arbre et du dégât que les grosses entreprises font pour récupérer la sève, qui est l'énergie de vie de l'arbre. Et, et donc c'est suivre ses aventures et comment il grandit dans tout ça. Et moi, je sais que ça m'avait apporté beaucoup, beaucoup de force quand j'étais jeune et beaucoup de douceur, en fait, vis-à-vis de la compréhension. Enfin, c'était un livre où je me sentais comprise dans ses luttes et dans son cheminement de petit garçon, quoi. C'est vraiment un roman jeunesse absolument formidable et À conseiller aux adultes. ah ouais, enfin vraiment de tout âge, c'est encore une lecture que je conseille aux gens autour de moi, même si c'est quand même une lecture qui est censée être pour la jeunesse, mais je trouve qu'il a des leçons et une respiration qui est très douce et qui donne beaucoup de courage, beaucoup de belles valeurs en fait. L'enfance et l'adolescence, c'est pareil, j'ai l'impression que ce sont des thèmes qui reviennent régulièrement dans les titres que tu lis, et notamment dans L'amant de Marguerite Duras. Ouais. Je l'évoque déjà, mais L'amant de Marguerite Duras, c'est une Marguerite Duras adolescente. Ouais. Elle a une quinzaine d'années. Ça, c'est un roman que tu as lu et relu et re-relu. Ouais, et ça c'est intéressant parce que la première lecture que j'ai eue de L'amant, ça m'avait pas du tout plu, ni touché, mais parce que je pense que j'étais très jeune. Je devais être au collège ou au lycée. Et en fait, c'est ma meilleure amie de l'époque qui m'avait conseillé cette lecture-là. Et elle me l'avait prêtée, j'ai mis peut-être 2 ans à le lire. Et c'est vrai que je ne l'avais pas perçu non plus comme une histoire à proprement parler de narration, en fait. Quand je l'ai rencontrée vraiment, ça a été d'abord pour la mélodie du texte, pareil. Et ce que ça faisait en moi. Et en fait, ça me donnait envie d'écrire. Et donc du coup, je me suis attachée à tous les textes qui me donnaient envie d'écrire et qui m'évoquaient cette poésie-là, en fait, et qui lui donnaient une autre forme, donc qui était moins narrative, mais comment de faire une narration, quelque chose qui était aussi plus fluide et moins fermé, quoi. Mais les personnages même, même si Ouais. c'est autobiographique, parlent de l'écriture au sein de ces récits. Donc ça a dû peut-être constituer une suggestion en soi. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé, de manière générale, tous les textes qui nous parlent d'écriture et des parcours des écrivains et écrivaines. Je trouve ça à chaque fois fascinant en fait de rentrer dans l'intériorité de quelqu'un et de voir son propre rapport au médium. Mais alors quel rapport tu entretiens avec la pudeur ou l'impudeur? Et ben ça c'est quelque chose que moi je travaille beaucoup dans mon parcours d'artiste. Et je m'interroge beaucoup, et surtout au niveau du texte, ça a été vraiment un gros travail sur moi-même de faire la part entre le privé et le public, et ce qu'on montre pas. Et c'est vrai qu'en fait, dans la littérature en général, j'ai trouvé cet exutoire-là de en fait, dans les livres, on peut tout être. Il n'y a pas de honte, et il n'y a pas de jugement à porter sur quoi que ce soit, quoi. Et c'est vraiment, par exemple, ce qui m'a attirée au niveau des lectures que j'ai eues de Marguerite Duras. Oui. Parce qu'en fait, il y a ce
ce rapport au laid, au moche, à ce qu'on voudrait pas montrer. Et donc ça m'a beaucoup touchée parce que je me disais on peut le faire en fait, on n'est pas obligé de montrer qu'une certaine façade. Et en fait, rentrer dans ce genre de thématique-là et montrer que c'est OK, ça fait du bien. Et donc moi, c'est ce que j'ai aussi continué d'exploiter dans mon propre parcours d'écriture pour en fait abolir la honte. C'est vraiment quelque chose que je vois qui marche et qui fait du bien. Moi, qui me fait du bien à moi quand je rencontre des textes qui font cette impudeur presque. Et aussi dans les lecteurs et lectrices que j'ai pu avoir sur mes propres textes, des gens qui m'ont remercié d'être impudique presque. J'ai toujours été vers des textes qui offraient ce précieux-là, en fait, qui ne se cachaient pas. Il y a une autre autrice qui procède de cette façon-là, qui se dégage d'une certaine honte, c'est Monique Wittig, Oui. qu'on peut lire aux éditions Minuit. Ouais. J'ai pas encore lu beaucoup de ses textes, mais je sais que Les Guerrières, c'est sur ma liste depuis des années. Et je ne l'ai pas encore rencontré, parce que souvent j'essaye d'acheter mes livres de seconde main, à moins que ce soit des éditions très fines. Dans ce cas-là, je me permets de les acheter pour l'édition. Et souvent, comme ça, je rencontre des textes. Mais c'est vrai que ça révèle encore des problématiques qui me sont proches au niveau de la révolte, de la colère, comment on traite ça dans la littérature. Et comment traiter ces émotions en général en fait, dans la littérature. Qu'est-ce qu'on fait de tout ce qui est là, de tout ce qui nous habite, de tout ce qui peut être violent, dur, douloureux, de tout ce qui est doux aussi, mais aussi en fait, de tout ce qui est la colère. Tant qu'on écrit, tout va bien. Quand on fait quelque chose d'eux ou quand on se sent compris par les textes, toute cette violence, cette douleur, elle peut exister quelque part. Est-ce que ça ne revêt pas aussi un aspect un peu contenant finalement, tous ces livres, tous ces textes qui nous entourent, dont on s'entoure, finalement c'est comme être contenu soi-même dans ses émotions et se dire que il y a quelqu'un, un garde-fou ou des reparts. C'est que ça a le droit d'exister et il faut trouver sa place pour que ça existe, mais c'est vrai que je trouvais dans la littérature et l'écriture un moyen formidable de pouvoir faire exister ça et lui donner une voix sans que ça puisse reproduire des schémas de violence qui sont systémiques et douloureux dans la vie des gens, des enfants, des femmes. Et en général, toutes les personnes touchées par les précarités, par exemple, moi je trouve que la littérature, elle aide beaucoup à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut être un lecteur sans être vraiment actif dans ses lectures ? C'est vrai que ça m'est arrivé. C'est comme parfois on peut être très lointain d'un livre et le survoler sans vraiment y trouver d'attache. Ça peut être parfois de l'information. Et dans ce cas-là, moi je préfère en général m'arrêter de lire ou le voir comme un exercice, comme un devoir, un entretien un peu de ma lecture et de mon intellect. Mais comment rentrer aussi dans le texte et faire l'effort de se connecter à ce qui est dit. Et parfois, c'est pas possible parce que c'est trop lointain ou qu'on n'a pas encore touché ce sentiment-là presque. Moi, je vois ça dans, par exemple, ma lecture de L'Amant de Marguerite Duras. La première fois que je l'ai lu, je n'ai pas été touchée. Et c'est plus tard que j'ai pu être touchée par ce livre. Parce que l'expérience est passée par là ou parce qu'il a fallu un temps de maturation. Ou même, moi, ça a été plutôt de construire ma sensibilité des mots, mais par mon parcours d'écrivaine. Donc construire cette sensibilité-là pour apprécier mieux certains textes qui pouvaient parfois être inaccessibles sans précaution pour les mots, sans aller vraiment dans les mots. C'est la poésie qui a amené ça beaucoup. Est-ce que ces textes que tu as lus, que ce soit de Marguerite Duras ou de Laurent Mauvigné ou de Gertrude Stein, ont consolidé ton rapport engagé ? Ouais. Je pense que ça a été par le biais de donner voix à des femmes aussi et donc sortir un peu du mutisme et du silence qu'on peut parfois ressentir selon son éducation, selon d'où on vient. Mais c'est vrai que moi, il y avait fort cette thématique de mutisme et de silence. Et donc, lire des livres d'autrices, ça a été pour moi un engagement que je faisais. D'accord, ok, on est là. Et
on veut profondément donner une voix aux femmes, aux enfants, aux gens qui n'ont pas forcément la possibilité de s'exprimer tout le temps et tous les jours, en tout cas qui n'ont pas la voix la plus forte. Et l'engagement dans la lecture, c'était aller chercher les textes justement qu'on entendait moins. Des textes qui étaient écrits par des gens qui n'écrivaient pas ou qui n'étaient pas forcément publiés. Et c'était vraiment donner voix à des gens qui pensaient qu'ils n'avaient pas de voix. C'est comment apprendre à écouter presque. Pour combattre le mutisme. Ouais, voilà. Ouais, C'est une forme d'émancipation aussi que de lire. Ouais, pour moi, ouais, c'est déjà se sentir compris. En tout cas, se donner la possibilité de trouver des récits qui sont similaires et pouvoir faire communauté presque. Moi, j'ai trouvé dans la littérature un cercle d'idées et de valeurs communes qui m'ont touchée et que je continue d'entretenir. Mais c'est vrai que bon, bah, ça reste du papier, ça reste des auteurs et autrices qu'on n'a pas forcément eu de dialogue avec ou de réelles connaissances, mais c'est rentrer tellement dans l'intimité, c'est que de faire ami avec eux, quoi. Et comme si c'était autre part, dans une autre dimension qu'on pouvait connecter entre écrivains, écrivaines et lecteurs et lectrices, quoi. Quelle que soit l'époque, quelles que soient les circonstances. Ouais, c'est surtout que c'est intéressant parce que ça traverse le temps. Et ça, je trouve ça assez fascinant. Ça traverse les pays. C'est dingue ce qu'on peut apprendre avec la littérature, quoi. Tu lis donc du théâtre, du roman, des récits autobiographiques. Tu lis des essais. Quels sont les essais qui t'attirent, qui te nourrissent? C'est surtout des récits qui portent sur le féminisme et de manière générale la convergence des luttes. Donc par exemple, ça va être aussi l'intersectionnalité. Voilà. Donc c'est un peu comment de toute façon donner une voix aux minorités, quelles qu'elles soient. Par exemple, moi je m'intéresse beaucoup plus, je vais aller beaucoup plus vers la défense des femmes et des enfants et donc vers des livres qui sont centrés sur ce féminisme-là et ce rapport à la famille, au patriarcat, à tout le système dans lequel on vit, et aussi la précarité. Et donc moins sur d'autres aspects philosophiques, sur des essais de comment est-ce qu'on met en place des choses dans le système, comment on met en action, mais ça va être surtout de comprendre d'abord. Moi, la littérature, ça m'a surtout aidé à comprendre comment la littérature peut nous aider à abolir le jugement qu'on a des choses et comment apporter plus de douceur dans un monde où il y a déjà pas mal de violence et pas mal de scissions entre les luttes, entre les avis, entre humains, dans nos familles, dans nos cercles, et comment nous rapprocher tous en fait de ça. Et moi, la lecture m'a permis de comprendre beaucoup mieux d'où venaient les gens et pourquoi ils faisaient ce qu'ils faisaient. Et donc ça a été très doux, enfin, ça a été vraiment un cadeau de pouvoir comprendre quelqu'un quand il me parle, quoi. Et donc, forcément, parfois, au niveau de la tolérance, au niveau du jugement qu'on a ou pas, donc les limites qu'on pose. Et c'est vrai que... Donc ça, c'est plus les essais féministes. Et les auteurs et les autrices en question, donc qui t'interpellent. Il y avait Mona Chollet. Ouais, j'ai lu Mona Chollet. C'est vrai que ça, c'était pour... aussi je trouve ça intéressant au niveau de l'endroit d'où elle se place, au niveau... Parce que, par exemple, je suis dans des cercles qui ont été... au niveau des luttes, par exemple, aux Beaux-Arts, il y a un niveau d'intolérance et de carcan qui est assez, parfois, compliqué. Je me suis retrouvée aussi dans beaucoup de cercles sociaux qui avaient des avis très différents vis-à-vis de beaucoup de choses. Il y avait Mona Chollet, que j'ai lu beaucoup, Bell Hooks aussi, et qui ramenait aussi ce côté qui concerne les personnes racisées afro-américaines aux États-Unis. Et ça, moi, ça a été aussi j'ai envie de m'intéresser aussi à ça et d'aller comprendre et de donner une voix aussi aux personnes qui ont encore moins de voix que la mienne, quoi. Et donc pour ça, les essais m'ont aidé beaucoup. Comment, dans ton quotidien, tu places la littérature? Comment tu fais pour prendre ce temps-là, qui n'est pas si évident à attraper? Eh ben, ça, c'est assez particulier parce que j'ai eu beaucoup de déménagements dans ma vie.
Donc c'est comme si j'avais vraiment vécu une vie de mouvement où la lecture et l'écriture est le seul médium que je peux absolument tenir partout avec moi. Et donc je pense que c'est pour ça que c'est devenu aussi un médium aussi important dans ma vie. C'est que déjà au départ, il a été l'entretien de l'esprit, exutoire, il faut archiver en fait ce qu'on vit et tout ce qui se passe. Et ensuite, du coup, la lecture, ça a été... j'ai des compagnons, en fait, c'est mes amis dans tout le mouvement qu'il y a, quoi. Et pour moi, ça a été important parce que dans une vie de mouvement, il y a beaucoup d'attentes. Mhm. Et donc, comment on tolère l'attente ou pas, quoi. Mhm. Et, Est-ce que tu as conscience que quelque part tu fais exception, tu es jeune, tu as lu déjà beaucoup, tu as déjà une idée très précise, tu sais comment tu chemines, en tout cas Ouais. tu as posé quelques jalons déjà. Ouais. Est-ce que tu as conscience que ce n'est pas du tout le cas de beaucoup de jeunes aujourd'hui, que la lecture au contraire elle échappe, alors en tout Ouais. cas la lecture sur papier, ça c'est sûr, Mm. mais la littérature en général. C'est vrai que je me suis souvent retrouvée seule lectrice dans mon entourage. Et c'est en arrivant dans le monde de l'art aussi où j'ai pu retrouver plus de camarades en fait qui étaient attirés par ça. Donc ça a été intéressant, mais comme j'ai beaucoup déménagé, parfois je me suis retrouvée dans des endroits où la lecture elle était complètement abstraite et absente de la vie, quoi. Et donc moi j'ai trouvé ça intéressant avec mon parcours d'écrivaine, que parfois ça a remis la lecture au centre de leurs problématiques parce qu'il faut rester curieux aussi de ce que je peux écrire et donc réouvrir en fait ce champ-là qui était plus accessible. Et ça, je l'ai vu avec le roman graphique par exemple et mon parcours ce parcours de bande dessinée que je fais, ou en tout cas que j'ai eu beaucoup plus les années passées. Mais c'est vrai que c'était donner accès à la littérature aussi par d'autres biais. Et donc aussi s'intéresser à d'autres médiums. Et donc par exemple, en ce moment, ça va être de la performance. Donc en fait, le texte, il est poésie, mais en bande sonore plutôt. Et donc on le compose aussi complètement différemment. Et ça, ouais, c'est chercher comment médium, il peut être multiple et unique. Donc comme dans la littérature où le livre c'est un livre et il y a du texte dedans, quoi. Oui. J'essaye un peu de rejoindre un peu les médiums que j'exploite, quoi. Et c'est vrai que c'est un peu du jonglage. J'ai quelques questions plus légères à te poser. Comme un petit jeu, tout compte fait, est-ce qu'il t'arrive de lire à voix haute? Alors je crois que j'ai eu la réponse quand même un petit peu dans cet entretien. Donc la question va passer très vite, à moins que tu veuilles ajouter quelque chose par rapport à la lecture à voix haute. C'est vrai que moi, quand j'écris, je lis mes textes à voix haute. Et donc j'inclus tout le temps cette mélodie en fait dans les textes, quoi. Donc la lecture à voix haute pour moi elle est importante. Le travail de la rythmique, de la mélodie. Ouais. Et du coup donner place aux répétitions, que avant quand je lisais pas à voix haute les textes, même que je lisais, en fait parfois j'avais du mal à m'y retrouver et c'est lire à voix haute qui m'a donné la mélodie en fait et qui m'a fait comprendre le rythme de l'écriture. Est-ce que tu sais lire en toutes circonstances? Ah non, je pense que je suis très distraite très facilement et donc la concentration c'est compliqué parfois et j'arrive beaucoup à lire quand d'autres gens lisent autour de moi. Et donc c'est vrai que par exemple selon les personnes avec qui je vis ou que je vois dans mes journées, il y a des amis, quand je les vois, on ne fait que lire ensemble. Et on se lit des textes à voix haute, on se lit des phrases et c'est vraiment super précieux, quoi. Mais c'est vrai que la lecture de tout temps, elle n'est pas accessible pour moi tout le temps, quoi. Enfin, c'est des moments spécifiques et puis surtout dans le trajet, en fait, dans l'attente parfois, si elle n'est pas trop longue. Dans les voyages, les heures de voiture, de train, de bus, d'avion, enfin, ouais. Ils ont une vocation. Ouais, voilà. Lis-tu plusieurs livres à la fois? Oui, parce que du coup, manque de concentration, il y a un aspect assez distrait. Et donc parfois, non, j'ai besoin d'un texte mélodieux là. J'ai besoin de me concentrer sur la poésie et le rythme.
Et parfois, ça va être ah non, là, j'ai besoin de quelque chose qui me comprend et qui accompagne ma pensée. Donc, par exemple, je vais lire des essais et ça va être un peu jonglé en même temps, quoi. Donc, parfois, c'est arrêter un livre, lire 20 pages, le reprendre 2 jours après, 2 semaines après. Et donc, c'est vraiment, j'ai un système de piles où il y a la pile des lectures à venir et la pile de ceux qu'on est en train de lire. Et en général, les ouvrages que je suis en train de lire vraiment de manière concrète et que je veux lire, en général, je les pose sur mon lit. Et c'est des compagnons de lit, quoi. C'est vraiment accompagner les lectures aussi pendant la nuit et presque s'imprégner, en fait, imprégner le sommeil des textes, quoi. Est-ce que tu suis les émissions littéraires? Oui. Oui. Enfin, la tienne. Certaines en particulier. Ah non, les émissions en général, radio, Ah non, télé. pas du tout. C'est vrai que je lis pas, enfin, je visionne pas beaucoup de vidéos, ni ça va être surtout du cinéma, quoi. Mais non, même des podcasts et tout, j'en ai écouté à une certaine époque. Mais c'est vrai que c'est plus du tout présent là dans les médiums que j'aime. Voilà, quoi. Et dernière question, est-ce que tu aimes offrir des livres? Oui, ça Tu aimes offrir des livres? Ça, c'est vraiment, je pense, les cadeaux que je fais le plus. Et ça va être à chaque fois très, très personnel. Et je te fais ce cadeau-là parce que moi, il m'a fait du bien, ce livre-là, à ce certain moment donné de ma vie où tu vis peut-être la même chose que ça. Et je sais que ça m'a soignée. Donc, je te tends ce cadeau-là. Ou cette aide-là, parce que parfois, ça va être des livres, des essais sur la place de la femme ou du développement personnel. Et donc, du coup, c'est des cadeaux que je fais aux gens. J'ai des livres éparpillés à peu près partout et souvent, j'oublie à qui je les prête ou à qui je les donne. Donc, quand il y a des livres que j'aime, en général, je fais en sorte de toujours avoir, je sais pas, entre 3-4 exemplaires de ce livre-là que je récupère en seconde main. Dès que je les vois, je me dis, ah, je sais pas pour qui c'est, mais ce sera pour quelqu'un. Écoute, j'ai un livre pour toi, moi, aujourd'hui. Oh. On a parlé un petit peu d'intimité, on a parlé d'autrice, donc de féminité, de féminisme, d'époque. Et je ne sais pas si tu connais Sei Shonagon et ses notes de l'oreiller. Non, pas du tout. C'est un livre qui nous vient de loin, alors à la fois géographiquement et dans le temps, puisqu'il est de la fin du Xe siècle. Ok. C'est une japonaise, une femme japonaise qui l'a écrit à l'époque. Ce sont des fragments de son intimité, de sa vie quotidienne. Super. C'est délicat, c'est poétique, c'est très quotidien et en même temps, évidemment, c'est engagé aussi. Ok, super, voilà. Je vais le lire avec attention, merci beaucoup. Je te remercie beaucoup, Héloïse, d'avoir accepté cette invitation, d'avoir joué le jeu de cette émission. Quant à vous, chers spectateurs, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle édition de Lecteur un jour. Je vous dis à vos livres et à bientôt. Dee da dee da da.